Et à la tête des renseignements militaires, et c'est le premier et le principal élément que nous souhaitons révéler et qui a justifié le fait que la défense de la famille de Chérubin Okende s'internationalise, c'est qu'à la tête des renseignements militaires se trouve depuis octobre 2022, nommé par le président de la République, le général-major des forces armées de la RDC, M. Christian Ndaiwel. Et M. Christian Ndaiwel, il s'avère qu'il est de nationalité belge. C'est évidemment la première question que tout le monde se pose. Comment se fait-il que, à la tête des renseignements militaires congolais, il y a un étranger, et je n'apprends rien à personne en disant que la Constitution de la RDC, en son article 10, empêche la double nationalité, et que donc, si une personne a la nationalité belge, elle ne peut pas avoir en même temps la nationalité congolaise. J'ai envie de rajouter un petit commentaire personnel, c'est que si les renseignements, les services de renseignement, des services de renseignement efficaces auraient pu découvrir encore plus facilement que moi cet élément, qui est quand même un élément fondamental d'avoir à sa tête un ressortissant étranger. Ça évidemment, et on peut peut-être projeter le document, je parle à la régie, qui montre que M. Ndaiwel est devenu belge en 2005. Vous avez le document là, je ne sais pas si on peut un peu agrandir le document, si c'est techniquement possible, mais où vous voyez que à la ligne, dans la marge 0,10, l'identité est reprise en 2005, un L est rajouté à son nom de famille, et surtout au numéro 031, vous voyez que le 19 mai 2005, il est devenu belge, alors qu'il est né congolais à Paris. Il a obtenu depuis 1993 toute une série de titres de séjour en Belgique, jusqu'en 2003 une carte d'identité pour étrangers qui est le statut juste en dessous du ressortissant belge. Nous sommes en présence d'un ressortissant belge qui est suspecté d'avoir joué un rôle comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire de crimes graves commis à l'étranger. Et la législation belge est ainsi faite qu'un auteur d'un crime grave, un auteur belge d'un crime grave à l'étranger peut être poursuivi devant les juridictions belges qui sont donc compétentes pour juger le crime. C'est ce qui a poussé les membres de la famille de Chérubin Okende qui m'ont consulté de voir, face à l'inertie des autorités congolaises dans l'enquête autour de l'assassinat de leurs proches, de Chérubin Okende, de voir si une plainte pouvait ainsi être déposée en Belgique pour que une investigation et une enquête sérieuse puissent être menées. Et c'est ce que nous avons fait, et voilà l'autre élément, c'est que nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile, une plainte pénale avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction du tribunal de Bruxelles, sur base de cet élément-là. Auteur du crime suspecté est un Belge qui a son rôle, comme je l'ai pointé, sur base des éléments dont nous disposons, et qui rend donc la Belgique compétente sur base du code d'instruction criminelle, avec tout un développement, la plainte fait 9 pages, avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique
pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger, que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Cette plainte pénale a été déposée entre les mains d'un juge d'instruction, donc n'exige pas, comme le prévoit l'article 6 du Code d'instruction criminelle, quand le crime, et je lis l'article 6, pour être poursuivi en Belgique, tout Belge qui, hors du territoire du Royaume, sera rendu coupable d'une violation grave du droit international humanitaire. Les crimes graves du droit international humanitaire sont notamment les crimes de guerre. Le crime qui a été commis s'inscrit dans ce contexte de guerre que connaît le Congo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ligne sur le site du Presse Club en direct. Voilà. On a annoncé cette conférence de presse, ce que vous avez vu sur la convocation, parce que de nouveaux éléments sont apparus dans le dossier de l'assassinat de Chérubin Okende. La famille de Chérubin Okende, depuis le Congo, avec l'équipe d'avocats sur place, m'a consulté dans le cadre de leur défense. Et il nous a apparu essentiel de partager dans cette affaire qui remonte donc au 13 juillet les éléments que nous avons rencontrés et découverts. Pourquoi ? Souvenez-vous, le 13 juillet, nous étions dans cette salle pour tenir une conférence de presse sur l'arrestation et la détention arbitraire de Salomon Kalonda Della. Et le jour même, on apprenait la découverte du corps de l'honorable Chérubin Okende au petit matin. J'avais à ce moment-là parlé dans cette conférence de presse du 13 juillet qu'on avait atteint au Congo un point de basculement. Et ces affaires, on le pensait à l'époque, des signes le montraient, étaient liés. Salomon Kalonda Della, le PPP du président, le prisonnier politique personnel, qui est toujours en détention, qui est en très mauvaise santé, qui comparaît devant la justice militaire en ce moment, et l'assassinat, parce qu'il s'est révélé que c'était un assassinat de Chérubin Okende. Ces affaires sont liées. Elles sont liées parce qu'il s'agit d'opposants politiques au régime en place. Elles sont liées parce que ce sont de proches conseillers d'un candidat à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi. Salomon Kalonda est conseiller de Moïse Katumbi. Chérubin Okende, après avoir été ministre entre 2022 et 2023, a quitté le gouvernement, était toujours député et est devenu porte-parole du parti Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Ces affaires sont liées également par le rôle que, visiblement, ont joué des services de l'État au plus haut niveau, notamment les renseignements militaires, l'ex-DEMIAP, visiblement exécutant des sales besognes. Ce sont eux qui ont arrêté Salomon Kalonda sur le parking, sur le tarmac de l'aéroport le 30 mai dernier. Et c'est eux aussi, les renseignements militaires, qui apparaissent comme ayant joué un rôle dans l'enlèvement, les faits de torture et la mort de Chérubin Okende. Les éléments de contexte sont connus et sont amplement commentés, d'abord reportés
par des journalistes, parfois au péril de leur liberté. Et je pense évidemment à Stanis Boujakera, le journaliste qui travaille avec Jeune Afrique, mais avec d'autres médias également, dans les suites de ce à quoi que la famille a dû se contenter par rapport aux informations qu'ils ont reçues des autorités. Et j'aimerais commencer par les déclarations du procureur général de la Cour de cassation dès le lendemain. Vous vous souvenez que dès le lendemain, un des plus hauts magistrats du pays pointait le garde du corps qui a été arrêté, qui est en détention, comme responsable de l'assassinat, ajoutant que la balle qui a traversé la tête du député est bien partie de son arme trouvée à côté du corps. Il se fait que l'autopsie qui a été réalisée sur la dépouille de Chérubin Okende le 3 août dernier, et dont nous n'avons toujours pas obtenu officiellement les résultats, mais auquel assistait, à la demande des autorités congolaises, acculées par l'indignation nationale et internationale, de solliciter des experts étrangers, notamment sud-africains et belges, pour cette enquête. Et donc des experts étrangers ont assisté à cette autopsie qui aurait révélé que la balle aurait été tirée post-mortem et que les causes du décès ne sont pas la balle qui, d'après le procureur général près de la Cour de cassation, a traversé la tête de Chérubin Okende. Et alors, il y a évidemment cette note de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement de la République démocratique du Congo, qui est évoquée dans cet article Jeune Afrique du 31 août dernier, qui vise clairement le rôle des renseignements militaires dans l'enlèvement, souvenez-vous, sur le parking de la Cour constitutionnelle où Chérubin Okende venait déposer une lettre demandant le report d'un rendez-vous de 24 heures à la Cour constitutionnelle, son garde du corps qui va déposer la lettre, et quand le garde du corps redescend, la voiture a disparu et Chérubin Okende a disparu également. Cette note de l'ANR a été contestée par les autorités congolaises en disant qu'un journaliste, Stanis Boujakera, était l'auteur d'un faux document, que c'est lui qui avait fabriqué ce document. Sa requête de mise en liberté, la 4e qui a été déposée ce matin, a été encore rejetée, alors qu'il apparaît clairement que cette note de l'ANR n'est pas un document fabriqué par des journalistes, que cette note de l'ANR, et c'est l'enquête fouillée de Reporters sans frontières, qui a été publiée le 2 novembre, qui montre que cette note de l'ANR circulait déjà bien avant, notamment parmi les chancelleries, et que donc le journaliste emprisonné pour propagation de faux bruits et fabrication de faux documents n'est pas l'auteur de ce document. Et que tout confirme que cette note émane bien de l'ANR, une note qui date du lendemain ou du surlendemain de la découverte du corps de Chérubin Okende. Et à la tête des renseignements militaires, et c'est le premier et le principal élément que nous souhaitons révéler et qui a justifié le fait que la défense de la famille de Chérubin Okende s'internationalise, c'est qu'à la tête des renseignements militaires se trouve depuis octobre 2022, nommé par le président de la République, le général-major des forces armées de la RDC,
M. Christian Dywell. Et M. Christian Dywell, il s'avère qu'il est de nationalité belge. C'est évidemment la première question que tout le monde se pose. Comment se fait-il que, à la tête des renseignements militaires congolais, il y a un étranger, et je n'apprends rien à personne en disant que la Constitution de la RDC, en son article 10, empêche la double nationalité, et que donc, si une personne a la nationalité belge, elle ne peut pas avoir en même temps la nationalité congolaise. J'ai envie de rajouter un petit commentaire personnel, c'est que si les renseignements, les services de renseignement, des services de renseignement efficaces auraient pu découvrir encore plus facilement que moi cet élément, qui est quand même un élément fondamental d'avoir à sa tête un ressortissant étranger. Ça évidemment, et on peut peut-être projeter le document, je parle à la régie, qui montre que Monsieur Dywell est devenu belge en 2005. Vous avez le document là. Je ne sais pas si on peut un peu agrandir le document, si c'est techniquement possible. Mais où vous voyez que à la ligne, dans la marge 0,10, l'identité est reprise en 2005, un L est rajouté à son nom de famille, et surtout au numéro 031, vous voyez que le 19 mai 2005, il est devenu belge, alors qu'il est né congolais. Il est né congolais à Paris. Il a obtenu depuis 1993 toute une série de titres de séjour en Belgique, jusqu'en 2003, une carte d'identité pour étrangers qui est le statut juste en dessous du ressortissant belge, de la nationalité belge, et le 19 mai 2005, il devient belge. Il n'a pas changé de nationalité depuis. Alors, fort de cet élément-là, de la note de l'ANR, qui est confirmée, dont l'authenticité est confirmée par l'enquête, l'investigation de Reporters sans frontières, eh bien, nous sommes en présence d'un ressortissant belge qui est suspecté d'avoir joué un rôle comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire de crimes graves commis à l'étranger. Et la législation belge est ainsi faite qu'un auteur d'un crime grave, un auteur belge d'un crime grave à l'étranger peut être poursuivi devant les juridictions belges qui sont donc compétentes pour juger le crime. C'est ce qui a poussé les membres de la famille de Chérubin Okende qui m'ont consulté de voir, face à l'inertie des autorités congolaises dans l'enquête autour de l'assassinat de leurs proches, de Chérubin Okende, de voir si une plainte pouvait ainsi être déposée en Belgique pour que une investigation et une enquête sérieuse puissent être menées. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà l'autre élément, c'est que nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile, une plainte pénale avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction du tribunal de Bruxelles, sur base de cet élément-là. Auteur du crime suspecté est un Belge qui a son rôle, comme je l'ai pointé, sur base des éléments dont nous disposons, et qui rend donc la Belgique compétente sur base du code d'instruction criminelle, avec tout un développement, la plainte fait 9 pages, avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger,
que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Cette plainte pénale a été déposée entre les mains d'un juge d'instruction, donc n'exige pas, comme le prévoit l'article 6 du Code d'instruction criminelle, quand le crime, et je lis l'article 6, pour être poursuivi en Belgique, tout Belge qui, hors du territoire du royaume, sera rendu coupable d'une violation grave du droit international humanitaire. Les crimes graves du droit international humanitaire sont notamment les crimes de guerre. Le crime qui a été commis s'inscrit dans ce contexte de guerre que connaît le Congo. On connaît le contexte de guerre. Il peut s'agir, dit la doctrine, d'un acte unique, par exemple un enlèvement, le meurtre d'un civil, un acte de torture, s'il est commis dans un contexte de conflit armé, international ou national. Alors, la situation de guerre au Congo est amplement documentée, mais elle est surtout revendiquée par le président de la République lui-même dans tous ses déplacements internationaux où il dénonce la guerre barbare imposée notamment par le Rwanda sur le territoire, ou quand il est à la tribune ou à l'Assemblée générale des Nations unies, où il a notamment évoqué la situation de guerre pour justifier que la justice s'intéresse de très près aux accointances qui pourraient exister entre notamment, et il a cité Salomon Kalonda, par rapport aux agresseurs du Congo. Et donc, cette répression face à des opposants politiques qui s'inscrit dans un contexte large de crimes commis, et on peut en citer plusieurs, enlèvements, arrestations, détentions, mais aussi des massacres qui ont été commis notamment à Goma. Dans ce contexte-là, l'assassinat de Chérubin Okende s'inscrit dans le contexte de crimes de droit international humanitaire, que ce soit crimes de guerre ou contexte de crimes contre l'humanité, où le caractère systématique est un élément important, même s'il s'agit que le crime peut être un fait unique, comme je l'ai expliqué. Et donc, la nationalité de l'auteur, personnalité active, comme disent les juristes, rend les tribunaux belges compétentes pour mener l'enquête, poursuivre et éventuellement, à l'issue d'une enquête, condamner un auteur d'un crime de ce type commis à l'étranger. Alors on sait que la justice est un temps long. C'est aussi une des raisons pour laquelle ces éléments sont rendus publics, parce que l'enquête au Congo n'avance pas. Les résultats de l'autopsie sont visiblement un secret d'État. Et un des premiers devoirs que nous avons sollicité à la justice belge, les plaignants demandent que le rapport de l'expert belge présent à cette autopsie soit joint à l'instruction qui débute à Bruxelles, pour qu'on ait déjà des premiers éléments, quand nous demanderons un accès au dossier à l'instruction en Belgique, qu'on ait à ce moment-là accès à ces premiers éléments d'enquête par rapport à ce qu'on lit dans la presse, par rapport aux communications dont est tributaire la famille de Chérubin Okende. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et nous sommes évidemment disponibles pour des questions. Je reste disponible pour des questions éventuelles. Oui, si vous pouvez vous présenter et parler au micro, comme ça ceux qui nous suivent en ligne peuvent également suivre. Jean-Pierre Strobans, le correspondant du Monde. Est-ce qu'on a des indications sur le passé de M. Ndewel? Est-ce qu'il a exercé des fonctions dans le service de sécurité, police, justice
Et quant aux conditions de l'attribution de la nationalité dont il a bénéficié en 2005, est-ce qu'on a des indications quant à cette décision positive en ce qui le concerne? Alors, sur son passé, j'avoue que je n'en sais pas beaucoup plus que ce que les sources ouvertes dans les médias disent, et qu'il a un parcours au sein des forces armées de la RDC. Je sais qu'il a été nommé en octobre 2022 dans le cadre de toute une série de désignations au sommet des appareils. Et je vais essayer de retrouver, si vous avez une minute, ce que... Il y a eu une vague de nominations en octobre 2022 où il y a eu une nomination d'un nouveau chef d'état-major des FARDC. Il y a eu une nomination au niveau des opérations du renseignement aussi. Un nouveau général aussi comme commandant de la garde républicaine. Quatrièmement, un nouveau chef d'état-major adjoint. Et cinquièmement, le général-major Christian Daiwel Okura, nommé chargé du renseignement militaire. Et ensuite encore un nouveau chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Plus toute une série d'autres nominations et de nouveaux grades, donc décidés par le président en personne. Voilà, je crois que c'est un élément important où il y a eu toute une série de nouveaux, un renouvellement généralisé au sommet de l'appareil militaire et de renseignement, dont faisait partie donc M. Christian Daiwel. Et alors, sur les circonstances de l'obtention de la nationalité belge en 2005, on peut déduire que son long séjour en Belgique de 1993 à 2003, avec du passage d'une carte d'identité provisoire vers une carte d'identité définitive et la carte d'identité pour étrangers, lui a permis d'accéder à la nationalité belge en 2005, où à l'époque la législation belge permettait à une personne qui avait 7 ans de séjour légal, si il était durant cette période en séjour légal, d'accéder à la nationalité belge, sans autre condition. Merci. Mon nom est Patient Ligodi, je travaille pour Actualité.cd. Ma question est claire et directe. Selon les éléments que vous avez aujourd'hui, M. Ndaiwel, d'après vous, est auteur de cet assassinat ou complice de cet assassinat? Merci. Alors, la question est clairement très directe et ce n'est pas à l'avocat de la famille de répondre à cette question, c'est à la justice de répondre à cette question. Et sur base des éléments du dossier que nous avons, notamment la note de l'ANR, notamment les déclarations de hauts magistrats dès le lendemain de la découverte du corps de Chérubin Okende, où visiblement on raconte n'importe quoi pour essayer d'arrêter un coupable, et c'est contredit par une note de l'ANR dont on va tout de suite dire au niveau des autorités de l'État qu'il s'agit d'un faux document fabriqué par un journaliste, et il s'avère que ce n'est pas un faux document fabriqué par un journaliste. Et donc, en procédure pénale, il y a 3 stades pour inculper quelqu'un d'un fait. Il faut des indices de culpabilité, ou pour placer quelqu'un en détention préventive, mais pour l'inculper. Il faut des indices de culpabilité. Et nous avons une note de l'ANR qui pointe clairement le rôle des renseignements militaires, avec à sa tête le général-major Christian Daiwel.
pour pouvoir renvoyer quelqu'un devant un tribunal, il faut des charges. Et c'est seulement en fin d'instruction qu'on fait le bilan des charges, parce qu'une instruction, dans le cadre d'une justice indépendante, et j'insiste sur ces mots, se fait à charge et à décharge. À la fin de l'instruction, on regarde les charges, et puis c'est une juridiction indépendante, les juridictions d'instruction, qui décident du renvoi éventuel devant le tribunal du fond. Et ensuite, devant le tribunal du fond, il faut des preuves récoltées pendant l'enquête. Et il faut aller au bout de ce processus, évidemment, avant de déclarer quelqu'un coupable. Mais à ce stade, nous avons à tout le moins des indices de culpabilité, voire des charges, qui sont largement suffisantes pour déposer une plainte, pour mener cette instruction à charge et à décharge, et pour pouvoir connaître la vérité, sachant que les affaires qu'on évoque sont liées et où chaque fois on voit pointer le rôle des renseignements militaires, que ce soit dans l'arrestation, la détention et finalement le renvoi devant la juridiction militaire de Salomon Kalonda, qui est jugé non pas par la juridiction civile, il faudra toujours qu'on m'explique pourquoi, mais qui est jugé par la juridiction militaire. Et ici, de nouveau, les renseignements militaires, l'ex-DEMIAP, qui est pointé par une note, pas uniquement un travail de journaliste, pas uniquement une dénonciation d'un défenseur des droits humains ou d'un avocat, mais par une note de l'ANR dont on nous dit d'abord que c'est un faux document fabriqué et où il apparaît ensuite que ce document émane bien de l'ANR. Alors peut-être qu'au niveau du contenu, tout n'y est pas, mais c'est à tout le moins un indice de culpabilité, une charge qui justifie qu'on aille au bout de cette enquête. Et pourquoi, alors qu'on est face à des autorités si promptes à réagir, je vous rappelle la communication du procureur général près de la Cour de cassation qui organise une conférence de presse le lendemain de la découverte du corps pour dire et désigner déjà le coupable de l'assassinat, avec des éléments qui sont faux, notamment le fait qu'il ait été tué par balle, une balle qui a traversé la tête, alors qu'il apparaît que la balle est tirée post-mortem, après la mort de Chérubin Okende. Pourquoi, alors qu'il y a une autopsie le 3 août, nous sommes le 8 novembre, et face à des autorités si promptes à réagir et à communiquer, c'est le silence radio le plus total, tout d'un coup. Je vous laisse faire les déductions suivantes. Ce n'est pas mon rôle ici d'aller plus loin dans les explications. Oui, oui. Cornelis Landou, Agence congolaise de presse. Quand nous avons reçu le communiqué de presse convoquant la conférence de presse ici, il s'est agi d'un nouvel élément capital. Aujourd'hui, nous apprenons que l'élément capital concerne la nationalité de Ndayouel, du lieutenant général, je crois. Alors, si vous estimez que c'est l'élément capital, il s'agit simplement disons, de déplacer le procès de Kinshasa en Belgique, qui constitue pour vous l'essentiel de l'élément. Merci. Alors effectivement, c'est quand même un élément capital qui permet à la justice belge de mener cette instruction, parce que c'est un auteur présumé à la nationalité belge, et c'est un crime grave. Et on peut également constater que depuis le 13 juillet, la justice congolaise n'a pas l'air de progresser très fort pour des raisons que, voilà, je ne m'explique pas dans une affaire aussi grave d'un homme politique, ancien ministre, un député national en exercice, dans le contexte qu'on connaît, qui est enlevé sur le
parking de la Cour constitutionnelle, qui visiblement a subi des mauvais traitements qui peuvent être qualifiés de faits de torture, qui en est décédé et à qui on tire une balle dans la tête après la mort pour maquiller le crime. Si ça n'est pas une affaire d'État qui mérite la diligence de toutes les autorités judiciaires du pays, alors il faudra qu'on m'explique. Et le fait que, après plus de 4 mois, ou 4 mois aujourd'hui quasiment, il n'y ait aucun progrès, et que la famille qui a envie de connaître la vérité ne soit pas informée, mais pas seulement la famille, finalement, c'est une question qui intéresse toute personne au Congo, de savoir comment, sur le parking de la plus haute juridiction, la Cour constitutionnelle, on peut se faire enlever, se retrouver assassiné quelques kilomètres plus loin au petit matin. Et la justice belge a donc les éléments pour mener l'enquête, pour ouvrir cette instruction, et devra solliciter par commission rogatoire, le cas échéant, des autorités judiciaires congolaises. Et je retiens les paroles du chef de l'État quand il a fait appel aux experts internationaux. Il a fait part de sa volonté de faire la lumière, et toute la lumière, sur ce crime absolument horrible. Eh bien, la justice belge en est saisie. Alors, comme il n'y a personne d'autre qui intervient, je voudrais quand même rebondir sur votre réaction. Vous dites que vous reconnaissez d'ailleurs que la justice ou les autorités congolaises sont d'habitude promptes à réagir. Est-ce que vous ne craignez pas, après avoir exposé l'élément, le nouvel élément que vous avez, vous ne craignez pas que ces autorités qui sont promptes à réagir ne reprennent pas les dossiers rapidement et arrivent à une conclusion? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Et s'ils peuvent organiser rapidement un procès, est-ce que ça ne coupe pas les pieds au procès que vous voulez? Non. Nous souhaitons que justice soit rendue. C'est ça le souci de la famille. Le souhait de la famille, c'est que justice soit rendue, qu'ils puissent savoir qui a exécuté les faits, qui a assassiné le mari, le fils, le père, le frère, qu'est Chérubin Okende. Et si l'internationalisation du dossier permet aux juges congolais de prendre leurs responsabilités et de travailler et de mener une instruction sérieuse et impartiale en toute indépendance au Congo, la famille s'en réjouira. Et moi, en tant qu'un des avocats de la famille, je m'en réjouirai aussi, parce que le but, c'est que la vérité soit connue et que les auteurs du crime soient jugés. C'est ça qui est important. Et que ce qui se passe actuellement autour de ce dossier, et des personnes présentes dans la salle peuvent en parler mieux que moi, et je vise l'arrestation et la détention notamment d'un journaliste qui fait son métier de manière admirable depuis des années et qui est arrêté, qui est mis en détention sur base de fausses accusations dont il s'avère que les accusations sont fausses, à savoir qu'il aurait fabriqué un faux document, et qui reste malgré tout détenu. Eh bien là, je pense que le pouvoir congolais aura des explications à donner sur la justification et les raisons pour lesquelles ce journaliste reste toujours derrière les barreaux. Et je l'ai dit dans une vidéo de soutien à Stanis Boujakera, que je ne connais pas personnellement, mais en arrêtant ce journaliste, c'est la liberté de la presse dans son ensemble qui est atteinte, la liberté de la presse, la liberté d'expression, et on sait que sans cela, sans liberté de la presse, sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Et donc le message des autorités congolaises, en arrêtant et en maintenant en détention, depuis, je vous le rappelle, le 8 septembre
Stanis Boujakera est détenu depuis le 8 septembre. En le maintenant en détention avec une décision de justice tombée ce matin, eh bien, c'est un scandale d'État. Tout ça, c'est dans le cadre de l'assassinat de Chérubin Okende. Alors, le général-major Ndaiwel, c'est le fils de l'historien très connu, Isidore Ndaiwel Enziem. Il est militaire depuis 1989 dans les forces armées zaïroises. Il est entré au quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo dès leur création en 2003. Il est devenu major en 2004 et puis il a gravi les échelons, général de brigade en 2018. Il travaille au ministère de la Défense, promu général-major en juillet 2020 et effectivement en octobre 2022, sous-chef d'état-major général des FARDC en charge des renseignements militaires. Il a succédé à Delphine Kaimbi, qui est décédée en février de cette année-là. Oui, maître Pierre Benazet de RFI. Vous disiez que vous vous réjouiriez s'il y avait une procédure en cours qui s'ouvrait à Kinshasa. Vous évoquiez à l'instant l'affaire de Salomon Kalanda. Vous n'avez pas des craintes qu'on puisse se retrouver dans une situation similaire de justice d'exception? Si je dis que je me réjouis d'une procédure au Congo, c'est dans l'hypothèse et l'exigence que ce soit une enquête impartiale, indépendante, sérieuse, et clairement, dans le dossier de Salomon Kalanda auquel vous faites référence, et dont je suis aussi un des conseils, c'est tout le contraire qui se passe, c'est une juridiction d'exception, c'est la justice militaire, avec moins de garanties, droit de la défense, il est détenu, il est malade, sa vie est en danger, la justice militaire continue d'audience en audience. La prochaine audience est annoncée sous forme foraine, c'est-à-dire que la cour militaire va se déplacer à l'hôpital où il est soigné, où il est sous respirateur. Voilà, c'est clairement pas ce type d'enquête et de procédure en justice comme celle dont est victime Salomon Kalanda que je souhaite. La famille de Chérubin Okende, elle veut connaître la vérité, elle veut savoir pourquoi il est mort, dans quelles circonstances et qui sont les auteurs. Et voilà, j'aime bien utiliser l'expression crash test, je l'avais utilisé le 13 juillet. Je pense que pour la justice congolaise, ces affaires qui se multiplient sont un test de son fonctionnement, de son indépendance, de son impartialité, de son indépendance par rapport au pouvoir en place. Et pour l'instant, les réponses qui sont données ne sont pas du tout rassurantes. Pourtant, ce sont à chaque fois de très belles occasions de montrer qu'on est une justice indépendante, impartiale, complètement imperméable aux injonctions des plus hautes autorités du pays. Et on voit que ce n'est pas le cas. Vous savez, si un procureur général près de la Cour de cassation, dès le lendemain d'un assassinat, fait une conférence de presse pour désigner publiquement, en violation complète du secret de l'instruction, qui est l'auteur du crime, je pense qu'on a tout compris. Je suis Chérif Abdou, je suis blogueur politique. Si dans sa stratégie de défense, Christian Ndaiwel décidait de renoncer à sa nationalité belge, qu'adviendrait-il de cette plainte? C'est une excellente question. J'ai vérifié encore avant la conférence de presse et il est toujours belge. Mais la réponse à la question, c'est que c'est au moment où le crime est commis, évidemment. Et au moment où le crime était commis, il était belge. Donc s'il renonçait aujourd'hui à sa nationalité belge, ce qu'il peut faire, ça n'enlève pas rien à la compétence des juridictions belges, qui pourraient éventuellement le juger, comme disent les juristes, in absentia,
s'il ne se présentait pas à la convocation. Et ce ne serait pas la première ni la dernière fois qu'une personne ne se présente pas à son procès et est condamnée par défaut. Est-ce que nous sommes à un stade où vous pouvez demander une extradition? Alors, la plainte vient d'être déposée, donc il faut que l'instruction débute. Il y a des devoirs d'enquête qui sont demandés. Et à un moment donné, effectivement, une demande d'extradition est dans l'ordre des possibles demandes. Il m'étonnerait que les autorités congolaises accèdent à cette demande. Mais après tout, pour les autorités congolaises, le général-major Christian Ndaiwel est un étranger sur son territoire. Il a peut-être un titre de séjour au Congo, un titre de séjour permanent, mais c'est un étranger sur son territoire. Voilà, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions, sinon on peut clôturer ici la conférence de presse en ligne. Merci pour votre présence et merci aussi aux personnes qui nous suivent en ligne. J'ai reçu des messages, je sais qu'ils sont très très nombreux, des journalistes à l'étranger, en Europe, mais aussi et surtout au Congo qui nous suivaient en ligne. Merci et je les salue évidemment.